Bonjour, moi c'est Jean-Marc Antoine de la Force d'Interception et je suis là pour vous parler de NordVPN. Quand on fait face à une invasion extraterrestre, il faut être paré à tout, et ces petits lascars sont pas les derniers pour pirater nos systèmes informatiques. Alors pour les contrer efficacement, on utilise NordVPN, le meilleur logiciel de sécurité en ligne. NordVPN, c'est un logiciel simple d'utilisation qui va faire en sorte que personne ne puisse débarquer à l'improviste sur ton réseau pour récolter tes données privées. Parce que le privé c'est censé rester privé, qu'on rigole pas avec ces choses-là putain. Et si c'est un peu trop pointu pour toi, te laisse pas impressionner, il suffit d'un seul clic pour que le logiciel change ton adresse IP, masque ton emplacement virtuel et chiffre ta connexion. T'as rien compris ? Moi non plus. Mais je sais qu'on est en sécurité et c'est ça le plus important. Mais ce qui est génial avec NordVPN, c'est que tu peux faire plein d'autres choses avec, comme accéder au catalogue de streaming étranger en passant par ces innombrables serveurs répartis partout dans le monde. Paramount+, Netflix et Disney+ seront plus de secrets pour toi, contrairement à toi. Toi tes secrets ils restent secrets, t'as compris ? Clique sur le lien dans la description et utilise le code GUILLAUMEFR pour profiter d'une réduction spéciale réservée aux abonnés de la chaîne. En souscrivant à un abonnement de 2 ans, tu auras droit à 4 mois gratuits. Cerise sur le gâteau, tu bénéficies d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Alors n'hésite plus, parce que protéger ses données privées ça n'a pas de prix. Merci NordVPN. Allez, je te laisse avec Jean-Fabio la légende maintenant. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, car Jean-Fabio fait son retour sur la chaîne avec Interceptor Force 1. C'est parti! Interceptor Force, ou Alpha Force, est donc le premier opus du diptyque dédié à Jean-Fabio et ses aventures contre les extraterrestres. À la réalisation, Philippe Géros, qui aura donc réalisé les 2 épisodes. Et en tête d'affiche, toujours le français Olivier Gruner, ancien champion du monde de kickboxing. Rien que ça. Un bagage plus que nécessaire, parce que Jean-Fabio, autant vous dire qu'il en botte des culs. Interceptor Force démarre sur des images de soucoupes volantes et une voix off légèrement intrusive qui se donne pour mission de nous traduire absolument toutes les phrases anglaises. Censé être un disque volant, ressemblant à un ballon sonde utilisé en météorologie. Il y avait une forme de vie à l'intérieur de cet objet. Et puis nous nous retrouvons à Yellowknife au Canada en 1993. Non mais y a rien à traduire là. Or donc, à Yellowknife au Canada en 1993, il se passe quelque chose de pas jojo. Car un petit groupe de figurants semble fuir une menace indéfinie. Les pauvres malheureux s'en sortiront-ils ? Non. Des années plus tard, Seattle dans l'état de Washington, de nos jours. nous retrouvons un mystérieux personnage qui pénètre au sein d'un bâtiment appartenant à la société Zircontech. Non mais tu vas la fermer ta gueule ? Vous l'avez bien évidemment deviné, le mystérieux personnage n'est autre que l'incroyable et légendaire Jean-Fabio. Et lorsqu'il est identifié par les caméras de sécurité, Jean-Charles Delaccueil active l'alarme et ses copains débarquent rapidement pour s'occuper de Jean-Fafa. Et notre kickboxer badass se fait ensuite violemment molester par un groupe de comiques. C'est pour regarder la télé ? Mais tout ça, c'était rien qu'un piège de Jean-Fabio. Et le piège se referme sur ces pauvres victimes qui se retrouvent à devoir lutter à seulement 3 contre 1. Non mais les gars, arrêtez de lutter, il a les mains dans le dos. Vous avez aucune chance. Malheureusement, les renforts arrivent et le chef des méchants reprend la main sur l'interrogatoire. Pourquoi tu poses tellement de questions sur ma petite entreprise ? Mais profitant de l'absence totale de la moindre once d'attention de ses opposants, Jean-Fabio parvient à défaire ses nœuds et à foutre un méga coup de boule dans la gueule de Jean Clotaire. Les 5 pauvres hommes doivent alors faire face à un Jean-Fabio déchaîné, désormais libre de ses mouvements et armé d'une cravate. Ce qui n'empêche pourtant pas Jean Clotaire de faire le malin. Et en face d'un flingue, t'es aussi balèze ? Mec, même avec une charge nucléaire, t'auras aucune chance. Et après avoir donné une bonne leçon à Jean Clotaire, il procède à la récupération des précieuses données qu'il était venu subtiliser. Tu trouveras jamais les données. C'est déjà fait. Ouais, Jean Clotaire, il se fait greffer des disques durs sous les tétons. Un sacré nargoulin celui-là. Une fois les données acquises, Jean-Fabio dit au revoir à Jean Clotaire et rejoint le toit pour quitter les lieux de toute urgence. Il est cependant rapidement localisé par les gardes de sécurité du site. L'ayant cerné de toutes parts, les 4 hommes armés ont l'arrogance de le croire à leur merci. Ah, quelle naïveté. Car Jean-Fabio n'a bien évidemment pas dit son dernier mot et quitte les lieux en prenant l'avion. Bon, sauf que là, c'est plutôt l'avion qui prend Jean-Fabio. Une fois à l'abri, Jean-Fabio retrouve ses 2 coéquipiers. Il y a Jean Dédé, le mec qui s'est tapé très vite au clavier, et Jean Gonzague, le rigolo. Je surveille ma ligne comme toutes les filles. Au même moment, du côté de l'armée américaine, 4 avions de chasse sont envoyés à la poursuite d'un objet volant non identifié venant juste de pénétrer l'atmosphère. Et ils ne mettent pas longtemps à le trouver. Et à se faire latter la gueule. Et le vaisseau ennemi a ce site particulier qu'il peut se rendre indétectable des radars, lui permettant donc d'être particulièrement efficace dans la discipline du lattage de gueule. Et alors que le commandant va pour donner l'ordre à ses hommes de se replier, Bébert débarque et lui ordonne de ne surtout pas faire ça. Maintenez l'attaque, commandant. Et après que 2 autres avions de chasse se soient fait dézinguer, Bébert donne l'autorisation de lancer un missile nucléaire sur l'ennemi, chose que le dernier survivant parvient à faire avant de se faire également latter la gueule. Mais pas de bol, le pilote ennemi parvient à s'éjecter avant la destruction de son vaisseau et atterrit au Mexique, dans la petite ville de El Descanso, une ville où l'on aime bien se murger la gueule et tirer sur tout ce qui bouge. Et la VF est pépite. Ouais, qu'est-ce qui te prend, padre ? Tu vois ce que tu as fait là ? Ah ! C'était la volonté de Dieu. Le padré se fait donc embarrer avec classe par Miguel. Les habitants du village voient ensuite passer l'extraterrestre au-dessus de leur tête et Miguel leur offre une petite explication scientifique. C'était une météorite de merde.
Du côté de l'armée, Bébert n'est pas dupe. Alors, où cette navette de secours s'est-elle posée? On lui donne ainsi la localisation du crash de cette fameuse navette, et pour gérer cette situation, il fera appel à la force d'interception, seul rempart face à ce genre de menace. Et s'ils échouaient? L'échec! Jean-Fabio il connaît pas ma gueule. Et il vaudrait mieux pas qu'il apprenne maintenant, parce que si ça arrivait, le Mexique se prendrait une charge nucléaire sur la tronche pour empêcher l'extraterrestre de s'enfuir. Bébert part ensuite briefer son équipe de choc, composée de Jean-Fabio évidemment, et ses copains Jean Gonzague et Jean Dédé. Sauf qu'il leur dit pas tout, le petit filou. Aucune mention n'est faite d'un vaisseau extraterrestre, seulement du soi-disant crash d'un avion de chasse contenant des données sensibles. Il leur annonce ensuite qu'ils seront rejoints par deux personnes, une spécialiste de la communication et un ingénieur qui invente des trucs et des machins, notamment des détecteurs qui permettent de détecter tout ce qu'il est possible de détecter. Ah tiens, c'est pratique ça. Sauf que quelque chose semble perturber Jean Gonzague. Mais pourquoi on embarque une gonzesse? Et puis Bébert finit par en avoir marre et leur dit que c'est comme ça puis c'est tout. Parce que merde, c'est qui le chef au bout d'un moment? L'équipe fait ensuite connaissance au sein de l'avion cargo qui les mène au Mexique, et c'est à Jean Gonzague un brin suspicieux qui tape la causette à Jean Lucien, déclarant qu'un dispositif tel que son détecteur serait bien plus efficace pour traquer un être vivant que trouver le site d'un crash. Il semble y avoir anguille sous roche, on la lui fait pas à Jean Gonzague. En ce qui concerne la gonzesse, Marie-Victoria, on apprend qu'elle a fait partie d'un groupe de la force d'interception lors d'une opération à Yellowknife au Canada en 1993. Et Marie-Victoria ne fait curieusement aucune référence à l'explosion de la mort qui a eu lieu sur place et tué les 6 figurants du début du film. On a réglé l'affaire sans trop de problèmes. Plus tard, la team arrive au cratère et disons que c'est pas un petit modèle. Et Jean-Lucien est formel. Au moment de l'impact, le F-117 volait à Mach 5. Sauf que ça fait doucement rigoler Jean-Fabio, parce qu'aucun F-117 ne vole à Mach 5. C'est quoi ce cirque? Une enquête sur un crash, point final. Doucement quand tu parles à Jean-Fabio par contre. Jean Dédé part alors explorer les environs en solo et tombe sur le Padalet, qui s'enfuit aussitôt et parvient à distancer Jean Dédé sans problème malgré un rythme de course somme toute assez léger. Le Padalet se cache alors dans une grange et Jean Dédé le rejoint, sans se douter qu'en fait, c'était un piège. Le fameux piège de la lumière verte et du montage approximatif. N'ayant plus de nouvelles de son super copain, Jean Gonzague part immédiatement à sa rescousse, mais arrive trop tard, ne trouvant que des fringues. J'ai peur qu'on ait un problème. Jean Dédé et ses foutus délires naturistes. Tout le monde débarque alors dans la grange, où ils ressentent une présence étrange autour d'eux, sentiment confirmé par le détecteur de Jean Lucien, qui a bel et bien détecté un truc. C'est dehors. Ils font alors face à cette chose prenant la forme d'une traînée verte, et réagissent comme n'importe qui le ferait à leur place. Et comme Jean-Fabio et Jean Gonzague ils en ont un peu marconspé leur tronche, ils interrogent Marie-Victoria sur l'affaire de Yellowknife au Canada en 1993. Mais Marie-Victoria semble s'enfoncer dans le mensonge, ce qui heurte la sensibilité de Jean Gonzague. Elle se fout de nous et c'est une meuf en plus. Et quand Jean-Fabio demande à nouveau des explications, elle finit par les donner, déclarant que l'affaire ayant pris place à Yellowknife au Canada en 1993 adoptait le même schéma avec un cratère énorme et une créature étrange qui ne laissait derrière elle que les vêtements de ses victimes. Seule solution pour s'en débarrasser, une méga explosion nucléaire sa mère. Personne n'a jamais su ce qui s'était réellement passé. Ils partent ensuite chercher la bête avec Jean Lucien, pendant que Marie-Victoria contacte Bébert pour débriefer. Et ce dernier lui annonce alors qu'ils ont tout intérêt à se bouger le cul, faute de quoi il provoquera une méga explosion nucléaire sa mère. Simple et efficace. Du côté du petit village de Aldescanso, qui se trouve aux mains d'un cartel sans foi ni loi mais très à cheval sur la propreté, Qu'est-ce que tu fais? Et si jamais j'ai herbé dans mon bar? Miguel, El Jefe, évacue donc son pote Hector pour éviter les salissures, mais l'extraterrestre rôde dans les environs. Notre équipe de choc arrive alors sur place, et Jean-Lucien sort son détecteur de trucs et machins, qui s'emballe immédiatement. Et pour savoir ce qui vient d'être détecté, Marie-Victoria lui propose de consulter la banque de données. C'est quoi cette putain de banque de données? Jean-Lucien leur révèle alors que les données récupérées par Jean-Fabio au début du film comportaient un message top secret capté par leur satellite lors de l'accident de Yellowknife au Canada en 1993. un message en provenance directe du vide intersidéral de l'espace infini. Suite à ces révélations, Jean-Fabio et Marie-Victoria vont s'en jeter un petit et tombent sur le chef des malfrats qui est pas hyper décidé à les aider à retrouver Jean Dédé. El Descanso n'est pas le genre d'endroit où l'on peut faire un tour sans y être invité. Tu as compris? Et alors qu'il s'apprête à partir, El Jefe, qui semble sous le charme de Marie-Victoria, décide de procéder à la parade nuptiale. Tu plais beaucoup, toi, hein? C'est bien ça. Pero tú no me gustas mucho. Ne sachant pas à qui ils ont affaire, ces hommes de main commencent donc à jouer les durs. Mais Jean-Fabio s'emploie immédiatement à combler leur lacune culturelle. Il procède donc à un cassage de gueule en règle entrecoupé de shots parce que c'est comme ça que font les vrais bonhommes. Et lorsqu'il entend le chaos à l'intérieur du bar, Jean Gonzague décide d'intervenir. Dans le doute, toujours tirer dans le tas. Même si ton ami est dans le tas en question, hein. Après avoir rappelé qui c'est le patron, Jean-Fabio quitte le bar avec son équipe, poursuivi par les membres du cartel, lancé dans une véritable chasse à l'homme. Tout un cartel contre 2 hommes, une femme et un Jean-Fabio? Ils vont se faire massacrer les pauvres Mexicains. Sauf que dans l'équation, il y a aussi l'extraterrestre, qui décide enfin de passer à l'attaque. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait y aller là, parce qu'il reste qu'une demi-heure de film, hein. Et il ne faut pas longtemps pour que les membres du cartel découvrent le cadavre décapité de leur copain. Il a perdu la tête, voilà ce qui lui est arrivé. Bien entendu, ils sont persuadés que c'est l'œuvre des Américains et sont donc bien décidés à les faire payer. T'as coupé la tête d'Alfredo Sala, enfoiré. Moi je vais
t'arracher le cœur. Bien évidemment, Jean-Fabio met rapidement les choses à plat avec ses ennemis à grands coups de pied dans la gueule, mais contre toute attente, ce n'est pas lui qui aura le dernier mot cette fois-ci. Oh. Et non, car l'extraterrestre se joint à la fête sous la forme de Jean Dédé. Je suis venu te filer un coup de main. On ne donne pas de coup de main à Jean-Fabio, bonhomme. Et face à cette étrange entité qui traverse les murs sous la forme de son copain Jean Dédé, Jean-Fabio perd un petit peu ses moyens pour la toute première fois de son existence. C'était quoi ça? Marie-Victoria lui révèle alors ce qu'elle a appris via les rapports des 2 seuls survivants qui étaient sur le terrain. Yellowknife au Canada en 1993. Il s'agit donc d'une créature extraterrestre métamorphe et pas sympa. Ah bravo, merci du renseignement, heureusement que tu es là. Pas forcément satisfait des infos relativement basiques fournies par Marie-Victoria, Jean-Fabio se rabat sur Jean-Lucien. Je veux savoir tout ce que tu sais, t'as pigé? Jean-Lucien révèle donc qu'il est payé pour traquer l'extraterrestre et recueillir des informations. Le tout dans le plus grand secret évidemment. Et face à ces révélations troublantes qui remettent en question toutes les connaissances de l'humanité sur l'espace et la vie en général, Jean Gonzague a une question. Combien tu touches? Mais Jean-Fabio lui, il a pas trop le temps de parler finances et demande plus d'informations à Jean-Lucien, qui révèle qu'ils ont affaire à une créature extraterrestre métamorphe et pas sympa. De suite c'est plus clair. Marie-Victoria leur montre ensuite la seule arme qui serait en théorie capable de blesser la créature. Un missile à disruption électromagnétique. Bébert passe ensuite un petit coup de fil histoire de prendre des news et apprend que toute l'équipe est désormais au courant de la situation. Ce qu'ils ne savent pas par contre, c'est qu'ils n'ont que 3 heures pour opérer avant que la zone soit rayée de la carte. Et quand Jean-Fabio apprend ça, il est pas ravi. N'écoutant que sa raison, il décide de faire évacuer les lieux avant qu'il ne soit trop tard. Et quand Bébert tente de le convaincre avec une grosse somme d'argent, il refuse. Sauf que pour Jean Gonzague, cette proposition n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Il outrepasse donc Jean-Fabio et accepte de continuer la mission en échange de 2 millions de dollars. Oh, Jean-Fabio va te démolir. T'es vraiment complètement pourri. De leur côté, les low-cost locaux tombent sur le cadavre décapité d'Hector, ce qui touche profondément Miguel. Je t'aimais comme mon frère. Bah, tu peux toujours l'aimer comme un demi-frère, hein. Résultat, il met carrément une prime sur la tête des Américains. En ce qui les concerne d'ailleurs, ils partent traquer la créature. Jean-Fabio décide alors de partir jouer les appâts et leur donne rendez-vous à El Descanso. Et puis ils descendent la voiture. Il fait ça tous les jours, vous inquiétez pas. Vous avez bien vu comment il monte dans un avion. Pour lui, les véhicules à l'arrêt n'ont aucun intérêt. Par chance, il tombe rapidement sur la créature, qui se déplace pourtant dans la discrétion la plus totale. Jean-Fabio fait feu, mais les balles semblent n'avoir aucun effet sur cette immondice en CGI à bas budget. Elle reprend ensuite la forme de Jean Dédé, parce que vraiment faut pas abuser du budget effet visuel, et Jean-Fabio se prend alors une méga rouste pour la première fois de sa vie. Parce que le seul moyen de tenir tête à Jean-Fabio, c'est de venir d'une autre galaxie. Là-dessus, le méchant disparaît comme tout méchant digne de ce nom, en faisant un rire de méchant. Jean-Fabio rejoint alors ses copains, mais la créature est à sa poursuite et décide de faire exploser des trucs. Et alors qu'il tente d'aller se mettre à l'abri, Jean Gonzague tombe malheureusement sous les griffes de l'alien. Interpellé par tout ce boucan, Miguel débarque et évite son chargeur sur la créature sans trop se poser de questions. Mais pas de bol, l'alien décide de faire pareil. Il parvient cependant à éviter la mort. Et Jean-Fabio lui fait alors une terrible révélation. Ils ont affaire à une créature extraterrestre métamorphe et pas sympa, et leur village sera rasé s'ils ne parviennent pas à s'en débarrasser. Miguel décide alors de faire évacuer son village et de travailler avec les Américains pour s'en sortir. Et c'est alors que Jean Gonzague débarque. Amenez-vous, je l'ai eu. Mais Jean-Fabio n'est pas dupe et se rend vite compte de la supercherie extraterrestre. Et pour montrer à l'ennemi de quel bois il chauffe, il décide d'utiliser la célèbre technique du coup de pied dans les coucouilles. Sauf que malheureusement, il se fait à nouveau dominer par cette créature d'une galaxie lointaine, très lointaine. Et ça te fait marrer en plus, un tel manque de respect envers Jean-Fabio ne restera pas impuni, crois-moi. Et justement, tout le monde décide alors de vider son chargeur sur l'extraterrestre. Et le fait que les balles ne lui fassent aucun effet ne semble pas décourager notre bande de winners. Du coup, on a droit à ce qui se fait de mieux en matière d'action. Des explosions au ralenti, des cascades improbables, des coups de feu en veux-tu en voilà, le tout étant bien sûr monté n'importe comment. Et bien évidemment, c'est l'extraterrestre qui finit par avoir le dernier mot. Les survivants partent alors se mettre à l'abri et attendent la bonne opportunité pour utiliser le fameux fusil à micro-ondes électro-ultramagnétique cosmique. Et pour ça, Jean-Fabio doit l'attirer en faisant ce qu'il sait faire de mieux. Botter des culs. Bon, sauf que là, évidemment, il se fait juste ratamer la tronche pour la 3e fois consécutive. Il arrive quand même à nous placer une petite pirouette pour sauver l'honneur, mais globalement on capte vite qui a l'ascendant et qui se fait victimiser. Au bout d'un moment, Marie-Victoria décide enfin d'intervenir avec le fusil et parvient à toucher la créature qui explose. Plutôt efficace ce fusil à micro-ondes électro-ultramagnétique cosmique. C'est donc une mission accomplie pour la force d'interception. L'extraterrestre est mort. Jean-Lucien peut récupérer des échantillons. Le village est sauvé, bref, tout est bien qui finit bien. Sauf que non. Parce que la voiture dans laquelle se trouvait la radio leur permettant de communiquer avec Bébert a été désintégrée par la créature. Ils doivent donc trouver un autre moyen de le contacter pour stopper la frappe nucléaire. En plus de ça, il s'avère que la créature n'est pas morte. Quelque temps plus tard, l'équipe rentre bredouille de sa recherche de téléphone et se rend compte que les restes de la créature ont mystérieusement disparu. Les morceaux ont dû s'évaporer ou quelque chose dans ce genre. Il leur faut cependant vite évacuer les lieux, étant donné qu'il ne reste que 20 minutes avant la frappe. Et alors qu'ils se préparent à quitter El Descanso avec un Miguel au comportement pas du tout suspect, Il est grand temps qu'il passe aux États-Unis.
ce dernier décide de dévoiler sa vraie nature en désintégrant Marie-Victoria et Jean-Lucien, mais en épargnant Jean-Fabio. Oui, non, il y a un respect quand même. Et c'est ainsi que pour la 4e fois consécutive, Jean-Fabio s'en prend à nouveau plein la gueule alors que 4 avions de chasse s'apprêtent à rayer El Descanso de la carte. Bon, il arrive quand même à lui mettre un beau petit coup de pied acrobatique, ceci dit. Et alors que le missile nucléaire est sur le point d'être tiré, plot twist, un autre vaisseau extraterrestre débarque. Mais pas de panique, les pilotes sont des professionnels. Ils décident donc d'envoyer le missile en plein dans la gueule du vaisseau, le tout sous les yeux de Jean-Fabio et de l'extraterrestre qui est super deg d'avoir loupé son Uber. Et pour échapper à l'explosion nucléaire, Jean-Fabio se réfugie pas dans un frigo, mais dans un puits. Une manœuvre hasardeuse, certes, mais de toute façon sa peau est elle-même résistante aux explosions nucléaires, alors... Le lendemain, il se réveille sans une égratignure et tombe face à face avec la copine de Miguel, qui pourrait bien être une extraterrestre. Il va falloir la jouer subtile. Ah. Et du coup forcément, c'était pas une extraterrestre. Et Jean-Fabio réalise bien vite l'étendue de son erreur, faisant face à l'ennemi le plus coriace qu'il ait eu à affronter de sa vie. Et c'est donc sur cette bonne grosse marade que se terminent les chroniques de Jean-Fabio partie 1, également connues sous le titre Interceptor Force. Et vous savez quoi? Je suis content de l'avoir vu, même si c'était nul. Tout comme sa suite, Interceptor Force, il a son petit charme. Le charme de ces productions à bas budget sur lesquelles on tombait par hasard en vidéo club ou en deuxième partie de soirée au début des années 2000. Ces films vraiment loin d'être excellents, mais qu'on ne pouvait pas s'empêcher de mater jusqu'au bout pour on ne sait quelle raison. L'absence de sens critique sans doute. Ou une certaine tendance masochiste. Bref, cet Interceptor Force a beau être hyper mou et souvent ridicule, je peux pas m'empêcher d'avoir de l'affection pour lui. Puis il y a 2 têtes connues au casting mine de rien, Ernie Hudson et Brad Dourif. Bon, ça cachetonne évidemment, mais ça fait quand même plaisir. Tout ça pour dire que malgré un scénar cousu de fil blanc, des personnages sans le moindre intérêt et des effets visuels vraiment très moches, Interceptor Force 1 et 2 restent très attachants. Et ça, c'est pas tous les nanars qui peuvent s'en vanter. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à faire tout ce qu'on fait d'habitude dans ces cas-là, liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne, et moi je vous dis à bientôt, salut!